Bien, on va baisser un peu la musique, vous avez dû la reconnaître. C'est la musique des chariots de feu. Alors évidemment, pour ceux qui n'entendent pas bien, c'est plus compliqué, mais ici on a les sourds, comme on dit dans cette école, et puis on a aussi les autres. Ils ont d'autres handicaps, hein, je vous rassure. On en a tous, plus ou moins d'ailleurs. Mais bon, on a la joie d'accueillir, alors on va les réapplaudir quand même, Michel Garcia et son film ce soir, avec un des initiateurs, si j'ose dire, Éric Dargent, donc c'est le surfeur d'argent, hein, Éric. Hein. On vous parlera d'eux un peu plus longuement tout à l'heure. Benoît Moreau et puis Jérôme Donnelly. Alors lui, il est comme vous, il parle avec ses mains. Et c'est pourquoi nous sommes ce soir à l'Institut des Jeunes Sourds. Je veux remercier Paul, évidemment, Paul Flade. Donc Paul, si vous voulez bien venir avec moi, il va vous présenter un peu l'école, dire pourquoi il a été content de nous accueillir, je suppose. Voilà. Et je disais, bon, on va peut-être pas se mettre loin de vous, on va rester près de vous. Et puis après, on ira s'asseoir avec vous. Et puis les derniers arrivés, ils seront mal placés, ils avaient qu'à arriver plus tôt. Hein. Ils sont là depuis ce matin, hein, quand même. Hein, voilà. Ils viennent de Marseille et de Bordeaux, donc on est très contents de les accueillir. Je vais passer la parole, bien sûr, à Paul. Et déjà, je voudrais remercier dans la salle la participation de Florence Berthoud, qui est la maire du 5e, qui nous dira un petit mot aussi sur ce qu'elle fait en direction des handicapés dans sa mairie. Je voudrais saluer, bien sûr, Philippe Herzog. Je dis bien sûr parce que c'est mon mari en plus. Alors, il a été député européen, conseiller auprès de Michel Barnier pendant 5 ans. Hein. Alors, Michel n'a pas intérêt à faire des grosses fautes de gouvernement, hein, parce qu'on veille au grain, bien sûr. Nora Armani, donc, qui est, elle, comédienne, productrice, présidente d'un festival à New York, on en parlera tout à l'heure, où le film a été récompensé, on en dira un petit peu plus. Éric Bonche, mon secrétaire général, qui est ici, mon secrétaire général d'Open World. Vous n'êtes pas encore membre, mais bientôt. Et donc, voilà. Donc, merci d'être là. Moi, je m'appelle Claude Fischer-Herzog. J'anime ce cercle avec bonheur depuis le Covid, parce que le Covid nous a effrayés dans le sens où il fallait fermer les frontières. Et nous, on voulait encore les ouvrir encore plus. Et donc, on a créé ce cercle cinéphile, puisque le cinéma, comme vous le savez, est un vecteur de la connaissance des autres, des cultures, des peuples, des pays. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, parce que non seulement on s'amuse, mais on travaille beaucoup dans ce cercle et on fait des découvertes sensationnelles. Paul, j'arrête, c'est à vous. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec une grande joie que je vous accueille ce soir à l'Institut national de jeunes sourds de Paris pour cette projection de débat autour du documentaire Aura. Je tiens tout d'abord à adresser mes plus sincères remerciements à Madame Fischer-Herzog, chère Claude, présidente de l'association Open World, ainsi qu'à ses éminents membres pour avoir initié ce partenariat. Il n'aura pas fallu longtemps pour qu'elle nous convainque de nous associer à cet événement. Ensemble, nous surfons. Depuis cette rencontre, nous surfons sur une vague d'émotions, pour ne pas dire un ascenseur émotionnel, s'agissant d'une organisation que nous avons voulu la plus optimale possible pour le plus grand plaisir des spectateurs. Et revenons à l'essentiel, cette rencontre, c'est grâce à ce film. Je tiens également à remercier chaleureusement Madame la maire du 5e arrondissement de Paris, chère Florence Berthoud, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Vous êtes, Madame la maire, une amie précieuse de Saint-Jacques et votre soutien à nos projets à la communauté sourde est toujours très apprécié. L'INJS de Paris, depuis plus de 2 siècles d'existence, a pour mission d'assurer la scolarité, l'éducation, l'accompagnement médico-social et la promotion de la culture sourde. Nous accueillons des élèves de tous âges, de la maternelle jusqu'à la formation professionnelle, avec un objectif clair, leur permettre de s'épanouir pleinement dans la société, en leur permettant de choisir leur propre projet linguistique, en valorisant leur identité sourde, en les accompagnant dans le parcours parfois sinueux de l'inclusion, qu'elle soit scolaire, professionnelle
ou sociales. Grâce à des professionnels de grande qualité et de grande expérience, ici à Saint-Jacques, nous mettons au cœur de notre pédagogie l'enseignement de la langue des signes française et en LSF, dont M. Vasquez nous dira quelques mots dans un instant. Le documentaire Aura, que vous nous faites découvrir ce soir, s'inscrit pleinement dans notre démarche. Il met en lumière non seulement la force et la détermination des athlètes en situation de handicap, mais aussi l'importance du sport comme vecteur d'intégration et de dépassement de soi. Ce film, qui a déjà été récompensé par de nombreux prix, est à la fois... 18 prix, 32 festivals. 18 prix dans 32 festivals. Donc, et puis, sans dévoiler un de plus ce soir. Il n'est peut-être pas dans les 18. Il fait partie des 18. Bon. Bien, en tout cas, ce film est à la fois inspirant et profondément pédagogique. En témoigne d'ailleurs le nombre de fois où vous l'avez également présenté, je crois, dans des écoles. Il démontre combien la diversité enrichit notre société et combien les personnes avec un handicap ou les personnes sourdes peuvent exceller dans tous les domaines, y compris sportifs. Je tiens à saluer donc les acteurs de ce film ainsi que son réalisateur pour leur engagement et leur travail exceptionnel. Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous ce soir. Le lien entre sport et culture sourde est également visible à travers notre exposition sur les premiers Jeux internationaux silencieux de Paris, dont c'est le centenaire, de Paris 1924. Cette exposition rappelle l'importance des Jeux, dont la prochaine édition, des Jeux toujours vivants, des Jeux internationaux silencieux toujours vivants, dont la prochaine édition se déroulera l'année prochaine au Japon. L'INJS de Paris s'engage à promouvoir la culture sourde à travers divers projets, notamment dans le domaine du sport. Les Jeux silencieux, dont beaucoup d'athlètes et de champions sont issus des bancs de notre école, sont une illustration parfaite de cet engagement, tout comme les Jeux paralympiques de Paris qui, cette année, ont marqué un tournant dans la reconnaissance des sportifs en situation de handicap et par là même permettent un changement de regard profond et durable à l'échelle de toute notre société. Ce soir, nous sommes fiers de faire partie d'un lieu où la culture et le débat se rencontrent et où nous contribuons à faire avancer la société dans le respect de la diversité. Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont rendu cet événement possible et je sais que Claude vous vous associez à ces remerciements. En particulier Anne Picot, notre brillante responsable du patrimoine, qui ne peut malheureusement être avec nous ce soir et qui vous salue tous. Monsieur José Vasquez, qui porte la flamme de notre école et de ses élèves à travers les générations. Avec, bien sûr, Brigitte Vasquez, son épouse, la présidente de l'association de l'amicale des anciens élèves. Et puis, je remercie nos régisseurs. Absolument. Stéphane et François, on les félicitera tout à l'heure. Je vous souhaite à tous une très bonne projection, suivie de débats enrichissants. Voilà. Merci. Alors, attends. Voilà. Donc, on va donner la parole à Florence dans quelques mots, si elle veut bien. Juste, Florence, parce qu'on avait quelques diapos, tu sais, sur le... Ah ben, bien sûr. Alors, Pardon, Florence, pardon. Alors, vous avez vu cette affiche, je l'aime bien parce que quand les gens la voient, ça marche. Donc, on peut mettre... Voilà. Donc là, vous voyez un portrait de la Belle d'Épée. Premier instituteur public gratuit pour les sourds. En France et dans le monde. Hein. Ça, c'est le collège des... Enfin, c'est l'Institut de France maintenant, mais anciennement Collège des Nations, là où l'abbé de l'Épée, enfin, à l'époque, c'était Michel de l'Espée, a fait ses études pour devenir avocat, et finalement, il est devenu prêtre. Hein. Alors là, vous avez Ponce de León. C'est un moine espagnol, c'est lui qui a inventé la dactylologie, d'accord ? Il faut savoir que dans les couvents autrefois, les monastères, il était interdit de parler. Donc, il a eu cette idée de faire la dactylologie pour communiquer avec les autres
moine. Et à droite, c'est Juan Pablo de Bonet. C'est aussi un des premiers professeurs aussi, mais il enseignait uniquement des enfants de familles riches, en Espagne, bien sûr. Et donc là, vous avez la diapositive de la dactylologie abecedario demonstrativo, comme on dit en espagnol. Et c'est l'ABDP, c'est basé sur ces signes pour faire l'alphabet qu'on connaît actuellement en France. Si vous regardez bien, voilà. Et ça, c'est l'alphabet que l'ABDP, après, a modifié pour l'adapter, bon, peut-être à la langue française, bien sûr. Et là, c'est un tableau réalisé par un peintre sourd qui s'appelle Peysson. C'est un ancien de Montpellier. C'est l'ABDP sur son lit de mort. Ce tableau, normalement, est exposé à l'Institut, mais bon, le fait qu'il y a l'exposition sur les yeux silencieux sourds, ben, on l'a rangé, quoi. Et ça, c'est comment dire, les différents comme dire, vêtements, et ainsi de suite, que les enfants devaient apporter quand ils étaient hébergés. Ça, c'est la bibliothèque de l'Institut. Alors, il faut savoir que cette bibliothèque contient à peu près 20 000 volumes, bon, dont la plupart parlent des enfants sourds. Et là, ce que vous voyez, c'est la collection de la russe de Diderot, qui avait fait un don à l'Institut. Alors ça, c'est les premiers signes par dessin qui ont été créés dans les années 1856-58, si ma mémoire est bonne. Hein. Et donc là, on voit les signes qu'ils avaient inventés pour mieux comprendre les enfants, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les signes mimiques, quoi, plus ou moins. Là, vous avez le beau bureau du directeur, avec un mobilier surtout le guéridon, c'est un mobilier bulle. Et toute la bibliothèque, tout ça, c'est les élèves de l'Institut qui l'ont fait en 1900 à l'occasion de l'exposition universelle qui a eu lieu à Paris. Alors, il faut tenir compte que beaucoup d'élèves de cette époque-là ont été à l'école Boulle. Bon, là, c'est des élèves qui sont à l'extérieur avec leur papier pour faire des dessins avec leur tenue de travail. Vous voyez, c'est des blouses. Alors là, c'est tous les élèves qui sont dans la cour d'honneur et ils sont tous en uniforme. Et la particularité, c'est que les boutons de l'uniforme, ils étaient gravés avec la plume et la pensée. Parce que, soi-disant, l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III, a dit « Je pense, j'écris ». Donc, c'est la plume et la pensée. Alors ça, c'est l'ancienne salle des fêtes où vous êtes là. Comme vous voyez, il y avait des escaliers pour monter à les estrades, il y avait des guéridons, enfin, tout le long. Puis voilà, j'ai bien travaillé. Attends, José, j'aurais deux questions. La langue des signes, on a plutôt... enfin, on croit que c'est universel, en fait. Hein. Et je voudrais savoir si la langue des signes en France, c'est la même chose qu'en Chine, qu'au Chili, qu'aux États-Unis, en Angleterre. Est-ce qu'on peut se comprendre universellement quand on parle avec ses mains? C'est-à-dire, bon, déjà, il faut savoir que l'alphabet
A, B, C, D. C'est utilisé pratiquement dans tous les pays du monde, d'accord? C'est quand même la France qui est le berceau de l'enseignement dans le monde. Le Brésil, c'est un sourd français qui a créé la première école de sourds. Au Mexique, à Saint-Pétersbourg. Et donc, la dactylologie est pratiquement la même, hein, sauf les Anglais où il y a leurs 5 voyelles ou consonnes avec les doigts. Vous voyez, bon. Mais autrement, après, quand on dit... les sourds, ils s'adaptent facilement hein, quand ils vont à l'étranger, quand ils rencontrent un autre sourd. Parce que la langue des signes, même si elle est française, même si elle est allemande, on arrive à faire passer le message. Moi, c'est comme ça que j'arrive à me faire comprendre en Hongrie sans connaître la langue des signes. Hein. Je parle avec mes mains. Et autre question, on les voit en uniforme, c'est toujours d'actualité ces choses-là? Non, c'est fini. C'est fini. Ça va revenir à la mode, si j'ai bien compris. Là. Oh, dans l'Institut, je sais pas, il n'y a que M. Flatt qui pourra vous répondre hein, pour l'uniforme. Je crois que c'est pas à moi qui va effectivement vous répondre, parce que moi, si c'était que moi, je serais pour. Donc, vous voyez, alors... mais c'est un sujet qui n'est pas encore complètement... Bon. Bien, merci, on peut les applaudir, je crois. Florence? Cher Paul, cher Claude, Claude m'a dit de faire très vite. Et puis elle a raison. L'INJS n'est pas que, comment dirais-je, elle n'est pas que un phare en France, à Paris. C'est vraiment un institut très, très identitaire dans le 5e arrondissement. Alors, ce n'est pas uniquement parce que c'est un très bel établissement, quand vous venez de le voir, avec d'ailleurs, ça n'a pas été montré sur les photos, mais un superbe parc. Il y a une trentaine, on le disait tout à l'heure avec Paul, il y a une trentaine d'élèves, et ça je peux vous dire que c'est très compliqué, une trentaine d'élèves qui sont accueillis dans des écoles et des établissements d'enseignement supérieur du 5e. Puis il y a autre chose, c'est qu'ici, on a développé beaucoup de classes Ulysse. Alors il faut expliquer, notamment au gouvernement et un certain nombre de politiques, que quand on a des familles qui partent, et bien plutôt que de dire, ce qui est une réalité, c'est terrible, on va fermer des classes, moi j'en ai profité pour dire, on va prendre moins d'élèves par classe. Pourquoi? Parce qu'on va accueillir des mômes qui sont porteurs de handicap, de difficultés. Bon, puis là je vois Jean-Claude Denac. Alors vous êtes très bonne, j'ai vu, pour récupérer des gens dans les associations. Je ne suis pas mauvaise. J'ai créé une... On va faire équipe. J'ai créé une association pour... Vous parliez du Covid tout à l'heure, pour fonder une épicerie solidaire pour les étudiants, un place du Panthéon, un rue Soufflot, pardonnez-moi, dans ma mairie. Et je suis allée chercher l'ancien voisin de l'INJS, qui était le directeur du 250 rue Saint-Jacques, parce que j'avais vu notamment qu'il était formaté pour prendre la tête de l'association. Et avec lui, on peut le dire, hein, on a mis sur pied une classe pour enfants autistes. Alors, sur le papier, tout le monde est pour. Mais quand il faut faire la classe, c'est beaucoup plus compliqué, y compris le monde enseignant, parce qu'il faut un peu bouger les choses. Voilà. Et puis, dernière chose que je voudrais dire, vous voyez, mon prochain journal municipal, ça va être sur le handicap. Mon prochain journal municipal sera justement sur toutes les questions de handicap et d'inclusion, parce que je trouve que si on doit s'en préoccuper, ce n'est pas uniquement parce qu'on a un grand corps, c'est parce que de manière, là encore, c'est vérifié, à chaque fois que nous allons porter un regard bienveillant sur le handicap et qu'on va accueillir des collaborateurs, des bénévoles qui viennent, on dira, du monde du handicap, et ben ça fait drôlement progresser le vivre ensemble. Voilà, c'est un peu plus de boulot au début, il faut accompagner, mais ça marche. Donc bravo pour tout ce que vous faites. Voilà. C'est bon, ça a été court? Oui, c'est très bien. Je vais faire aussi court, je vais essayer. En tout cas, avant de donner la parole à Michel et à nos amis, je voudrais dire un petit mot aussi sur le handicap. Tout à l'heure, je plaisantais en disant on est tous plus ou moins handicapés. Ici, moi qui suis amputée de la mort d'un de mes fils, je peux vous dire que j'apprends beaucoup auprès des handicapés. Le courage, la détermination, les innovations, la joie de vivre, la résilience, bien sûr, mais la joie de vivre surtout, donne envie de continuer, quoi qu'il arrive. Et alors, moi, c'est mon leitmotiv, hein, on en parlait à table à midi, Freddie Mercury,
Show must go on, hein, vous connaissez tous la chanson, on ne va pas la chanter ensemble, on le fera, évidemment. Parce que quoi qu'il arrive, on continue, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Et sans rien dévoiler du film quand même, vous avez là des athlètes sensationnels, Eric en particulier, puisque... Oui, mais il est vice-champion du monde de parasurf quand même, excusez du peu, hein, je crois. Il lui manque une jambe, il a été mangé par le requin. Benoît, bah lui, il lui manque un bras, comme vous voyez. Un accident, je crois. Hein, de moto, voiture. Non, c'est un arbre. Un méchant arbre, un jour d'orage, c'est ça. Et puis, bien sûr, Jérôme, qui est sourd. Et c'est un handicap extrêmement difficile, en fait. Alors, on s'interroge pourquoi la surdité ou le malentendant, je ne sais pas comment on dit, n'est pas reconnu comme un handicap comme les autres. Pourquoi ils ne sont pas aux Jeux paralympiques? Alors, il semblerait que ce ne soit pas seulement à cause des organisateurs des Jeux, mais aussi de leur faute. Mais ils vont nous en dire un petit peu plus. Hein. Et pourquoi ils ne étaient pas là? Et pourquoi le surf, qui est un sport extraordinaire qu'on a découvert pendant les JO, n'était pas aux Jeux paralympiques? J'aimerais bien qu'on nous dise un petit mot là-dessus, parce qu'il semblerait en plus qu'on a une équipe de France excellente, et donc ça nous aurait fait une médaille d'or en plus, hein, très certainement. Voilà, donc quelques mots, quelques mots là-dessus. Après, vous allez voir le film, et après le film, bien sûr, vous aurez les questions. Mais déjà, Michel, ce film, pourquoi ce film? Et qu'est-ce que tu as trouvé? Et puis eux, là, qui nous disent un petit peu ce qu'ils ont voulu faire avec ce film, puisque ça vient de leur proposition, j'ai bien compris. Eh ben, pourquoi ce film? En fait, tout vient d'Eric, hein, tout simplement. C'est Eric qui a eu l'idée initiale de ce film. On s'était rencontrés aux États-Unis sur une compétition, et il avait déjà ce projet qui avait bien mûri en tête, et il me l'a proposé. Moi, je les ai rencontrés les deux là-bas, Eric et Benoît, Jérôme un petit peu plus tard. Et il y a une belle alchimie entre les trois. Et moi, j'ai eu la chance. Hein, je considère vraiment ça comme une chance d'avoir été appelé par Eric. Évidemment, j'ai accepté. Le projet était très, très beau. Pas uniquement parce qu'il fallait à Tahiti. Hein, c'était aussi l'histoire qui était jolie. mais c'était vraiment... Voilà, c'est vraiment une belle histoire. Moi, ça me touche aussi énormément puisque, en plus d'être réalisateur, je suis rééducateur à côté en clinique. Et donc, je suis constamment en relation avec différents types de handicaps. Et donc, ça me touche particulièrement. Et je suis ravi, en tout cas, de faire ces films qui lient à la fois différents types de handicaps et le sport. C'est vrai que depuis le début, le film, on l'a fait passer dans pas mal de cliniques, pas mal de centres, des écoles. Et c'est souvent très lié à des handicaps qui sont visibles. Voilà, on va évidemment avoir une jambe en moins, un bras en moins. Et c'est vrai que la surdité, c'est quelque chose qu'on... Voilà, on se dit, bah, Jérôme, ça va. Puis on se rend compte quand on a passé du temps avec lui que c'est pas si évident et c'est très compliqué. Donc on est ravis. Merci Claude de faire vivre ce moment-là. Merci à l'Institut. Merci à tout le monde de venir là. J'espère que voilà, vous allez être quand même bien intéressés par ce film et par la vision qu'on va donner au handicap et notamment à la surdité de Jérôme sur ce lien avec le surf et surtout avec l'amitié avec les deux autres athlètes à côté. Peut-être dire un mot, je sais pas, Eric, c'est quand même lui qui a les trois. Peut-être commencer par Jérôme, c'est lui qui préfère parler. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, juste pour dire que quand je m'exprime en général, je parle. Pourquoi? Parce que j'ai blocage encore avec ma langue des signes. On essayera tout à l'heure, je vais faire un petit effort là-dessus. Donc on verra. Pour moi, ce film, c'était des belles rencontres. Eric et Ben, que j'ai connus grâce au surf, à travers les championnats de France aussi, à l'époque où la catégorie sourd pouvait participer. Depuis, ça a été supprimé. Ce film, c'était un super projet parce que ça m'a permis d'aller à Tahiti. C'est un endroit où j'ai grandi, où mes enfants ont grandi, où ils sont nés. Et on a partagé vraiment des super moments tous ensemble. Je pense que ça se verra dans le film. Voilà. Sinon, merci pour cette soirée. C'est à qui ça peut te parler? C'est à toi. Hein. Non.
sais pas, dis ce que tu veux. Tu veux faire le point final? On y voit parfaitement. Déjà, merci de nous recevoir. Merci à vous tous, parce que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez fait le bon choix. Vous venez voir un film qui est juste incroyable. Il est incroyable parce que déjà, nous, pour le réaliser, on a mis tout ce qu'on a dans notre cœur, c'est-à-dire nos vies, nos difficultés et en même temps nos passions. Et vous allez découvrir au travers de ce film documentaire qui dure 52 minutes, 3 personnages. Voilà, on est là. On pourra après vous répondre à plein de questions. Je suis sûr qu'il y aura plein de questions. On voulait, au travers de cette découverte de ces 3 vies, que chacun puisse aussi se projeter et puisse peut-être puiser. Voilà, c'est vrai que le handicap, c'est quelque chose peut-être qui exacerbe les sensations, qui exacerbe les difficultés, et que vous puissiez chacun vous projeter aussi au travers de votre vie, de qu'est-ce qui fait qu'on est heureux d'être en vie. Ça, c'est vraiment une question très importante et parfois qu'on oublie par l'actualité, par les difficultés de la vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est heureux d'être en vie? Et il y a plein de choses, Et dans le handicap, c'est encore plus fort. Et effectivement, là, vous allez être plongé dans cette passion de la mer, de l'océan, parce que c'est ce qui nous fait vibrer à nous. Mais on a tous nos petits coins de paradis, nos petites choses qui font du bien, dans lesquelles on se ressource et dont on a besoin. Et ça, c'est quelque chose de primordial et qu'on voulait faire passer comme message dans le film. Beaucoup de messages aussi autour du handicap, de l'accessibilité au sport aussi. On a beaucoup parlé, là vous avez posé pas mal de questions par rapport aux Jeux Olympiques. Mais effectivement, l'accessibilité au sport, où on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a véritablement accès au sport? Est-ce que la vitrine des Jeux Olympiques, qui est déjà fantastique, est-ce que ça suffit aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Pas mal de questions, pas mal de choses qui sont aussi dites dans ce film. Et puis aussi, on parle d'équipement, on parle aussi d'inclusion. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ressortent au travers d'une aventure qui va vous mener jusqu'à Tahiti. Attention, vous allez en prendre plein les yeux. Les images sont incroyables. Michel Garcia a travaillé très très fort pour vous ramener ce film. Donc j'espère que vous allez passer un très bon moment. Et surtout, vous avez la chance d'avoir toute l'équipe. On n'est pas tout le temps réunis. Voilà, là, on est venu avec plaisir. On s'est dit, on va se retrouver les quatre potes. Et voilà, on prend plaisir à chaque fois dans ce qu'on fait. Et je pense que ça se ressent aussi au travers du film, au travers de ce qu'on exprime. Je vous remercie. Ben, qui a l'habitude de faire un point final au discours. Voilà, moi, par rapport à Eric, ça va être beaucoup plus court. Non, franchement, ce film témoigne vraiment que quand on a une passion, n'importe quelle difficulté qu'on peut avoir dans la vie, ça permet quand même de nous faire tenir et voire de dépasser des limites et de nous faire rencontrer beaucoup de personnes différentes, ce qui nous fait avancer. Et je ne vais pas m'étaler 3 fois plus, il y aura des questions après. Je vous souhaite une bonne projection et merci encore pour l'accueil. Place au film maintenant, donc la projection dans les salles de cinéma. Une très belle salle, effectivement, ici. Merci Paul, encore une fois. Et merci Brigitte, parce que Brigitte et José, puisque grâce à eux, nous avons les interprètes de la langue des signes, c'est offert aussi par la maison, comme la salle et comme la régie. Je voudrais saluer encore Stéphane et François. On a préparé cette séance ensemble et j'étais complètement rassurée, même si moi aussi j'ai mon François et mon Laurent par là. Voilà. On peut tous applaudir parce qu'ils sont essentiels dans la vie. Nous évoluons tous dans cette société. Nous nous levons, nous nous déplaçons, nous pleurons, nous rions, nous nous aimons,
Nous nous couchons avec chacune des rêves, des idéaux, mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Ces vies différentes, nous voulions trouver un moyen de vous les raconter, de vous montrer, vous faire espérer, et finalement, ce moyen, on l'a trouvé. Certainement d'autres sports, donc on a essayé de me guider, mais moi mon idée c'était de resurfer debout. C'était ça mon truc, c'était moi, et je me disais mais je lâcherai rien, même si on me fout un bâton de bois, je resurferai quoi qu'il arrive, et c'est ce qui s'est passé. Ah, ils sont trop beaux, on va les réapplaudir. Alors, tout le monde peut faire du surf. Il manque une condition quand même, l'âge. Parce que moi, j'aimerais bien essayer finalement. Hein. Je suis arrière-grand-mère, mais j'irais bien m'essayer au surf. Hein. Eric, qu'est-ce que tu en penses? Tu as le même âge que moi. On y va? Allez. Mais oui, je suis sûre qu'on pourrait y arriver. Hein. Quand je vois les amis qui font du surf, c'est fabuleux. Un grand merci pour ce film. Alors, est-ce que Nora, alors, il a été primé plein de fois, on l'a dit, 32 festivals, 18 prix. Il a reçu le premier prix du film documentaire. Alors, pas seulement les prix du public, mais enfin les prix du public, hein, parce que le public, il a adoré aussi, mais aussi les films les films documentaires, bien sûr. Alors, Social, viens avec moi. Donc, on a la présidente d'un festival qui a lieu à New York chaque année. Elle m'avait demandé d'être membre du jury du film documentaire, donc j'avais eu le plaisir, bien sûr, de découvrir le film. Nora, je te passe la parole 2 minutes avant de leur redonner la parole et de répondre à leurs questions. Pas trop long, j'espère. Tout d'abord, bravo tous. Je ne sais pas comment tu as fait pour filmer les trucs sous l'eau. Bon, ça c'est. On était ravis quand on a vu le film, quand on faisait la sélection, et là je suis ravie. Vraiment, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Et tout d'abord, j'aimerais remercier notre cher Claude Fischer-Herzog, car c'est son initiative qui nous offre cette belle soirée. Vraiment. Applaudissements pour Claude. Et beaucoup d'autres à venir, j'espère, avec l'association One World. C'est un immense honneur pour moi d'en faire partie. J'aimerais également prendre cette occasion et dire 2 mots à propos de notre festival, SR, Socially Relevant Film Festival New York, qui est un festival axé uniquement sur les films à caractère social et sociétal, traitant un ou plusieurs des problématiques dans nos sociétés aujourd'hui. Nous avons parmi nous 2 membres de l'équipe du festival, je veux dire. Lucie Tripon. Lucie, tu es là? Lucie,
Elle n'est pas là, ok, bon. Et Ared Spendian, Ared, il est là, il est en train de me filmer, bon. Qui se sont dédiés à la cause du festival dès le début de sa création. Depuis son édition inaugurale en 2014, le festival a programmé plus de 750 films. Il inclut les longs métrages de fiction, des documentaires, des courts métrages, ainsi que des scénarios pas encore produits, des ateliers et des rencontres professionnelles autour des tables rondes ont accompagné nos événements chaque année. Les films et les réalisateurs sont en provenance de 40 pays du monde. Nous mettons surtout l'accent sur les réalisateurs, voilà, car sans eux, nous ne pouvons pas avoir de beaux films, ni de festival, ni de projection, ni quoi que ce soit. Et surtout, nous encourageons les réalisateurs qui font le choix de nous apporter des histoires humaines. Racontons les quotidiens des citoyens et leurs problèmes. Sans leurs efforts, ces histoires resteraient inconnues, enterrées sous l'avalanche des films commerciaux. Alors, nous avons vu un magnifique exemple ce soir dans le film Aura de Michel Garcia. On les applaudira pas assez, mais encore. Je suis fort contente, très contente et heureuse que Claude Herzog ayant été sur notre jury du festival et remarqué ce film exceptionnel et l'ai invité pour le partager avec vous, avec nous tous ce soir. Je suis ravie de pouvoir remettre le prix, c'est maintenant ou après, quand vous voulez, de notre 11e édition du mars dernier à Michel Garcia en personne, car il n'était pas présent à New York lors de notre soirée de la remise des prix. J'invite tous les réalisateurs à soumettre leurs films traitant des histoires humaines à notre festival. Futurs. Et s'il y en a parmi vous ce soir, venez me voir après, on en parlera. Le lien des soumissions est sur notre site, ratedsrfilms.org. Vous y trouverez aussi d'informations supplémentaires sur des éditions précédentes, ainsi que celui de mars 2025. Je vous remercie tous, mais maintenant je vais remettre le prix. Alors, je vous propose que Eva, mon arrière-petite-fille colombienne, Eva Escobar, ça ne s'invente pas, remettre elle-même le prix à nos amis surfeurs parce qu'elle aimerait bien essayer le surf aussi. Alors elle fait de la gymnastique, elle fait plein de choses, mais peut-être que le surf, ce serait quand même sympa. Donc, si tu veux remettre ça à Eva, elle va remettre le prix. Ça, elle va remettre, je vais expliquer. Alors, il faut qu'on aille vite. C'est quoi le prix? Voilà. Non, nous ne faisons pas des petites statuettes qui ramassent de la poussière, mais à la place, et toi tu en es en train de porter une, on a un partenaire qui fabrique des écharpes Lost Pattern, voilà, l'écharpe. Et c'est ça qu'on remet au gagnant, avec un certificat. Voilà, tu peux lui mettre le certificat et le sac du festival. Voilà, tu peux lui le mettre. Voilà. Bon, malheureusement, les prix sont que pour le réalisateur, donc... Chérie. Ah, t'as une mini planche de surf déjà. Bon, bah, elle aussi, elle a son surf. Alors, on ira. Ça, c'est promis. Alors, moi, je vais leur remettre un cadeau. Je vais leur remettre la carte d'Open World à chacun d'entre eux. Je ne sais pas s'ils viendront souvent, mais on peut regarder par Zoom. Hein. Alors, Michel. Voilà, te voilà membre. Benoît. Merci beaucoup. Eric, bien sûr, et Jérôme. Voilà, vous aurez votre carte. Vous aurez aussi, mais ça c'est sérieux, mais il y en a un pour Paul aussi. Donc Paul, si vous voulez venir ici, un petit livre de Philippe Herzog, parce que je ne perds pas le nord, hein, je fais de la politique. Les failles de la raison, voilà, à lire. Ça va te plaire, Eric. Voilà, il y en a aussi pour Paul et il y en a
Voilà. Et donc, et il y a Émilie, si tu voulais venir me voir. Elle est où, Émilie? Viens, Émilie. Viens. Mais bon, ça dure 2 minutes. Il y a un petit cadeau d'Émilie. Viens, voilà. Alors, c'est pour vous tous. Donc, Émilie est la femme de Gilles qui est mort. C'est mon handicap à moi. Et voilà, elle est venue pour se remonter le moral à vous regarder et elle vous a fait ce petit cadeau. Va avec eux devant. Alors, je vous propose, après le débat, on viendra tous, on fera comme les surfeurs, on viendra tous ici sur la scène et on fera la photo, tout le monde réuni. D'accord? Alors, on ouvre le débat. Alors, qui a des questions? Voilà, maintenant, c'est la parole est à vous et puis à eux. Je ne suis pas du tout une surfeuse et excusez-moi, c'est une question pour le directeur. Est-ce qu'il y a des filles dans votre école? J'ai eu l'impression qu'il n'y avait que des hommes sourds, que des garçons sourds, mais il n'y a pas de filles? Ah, bien sûr, c'est mixte. C'est mixte, laïque. Depuis quand? Ah, depuis quand? C'est là où je vais avoir besoin du porteur de flamme intergénérationnel de l'école. José, est-ce qu'on sait depuis quand? Bien sûr qu'on le sait, on va vous le dire. Bien sûr. C'est tout. Mais c'est une excellente question, mais bon, on va quand même parler du film après. Trop tard. Bon, si je ne me trompe pas, tout d'abord, il y a à l'INGS de Paris, c'était les garçons, d'accord? Et les filles, non, les filles, c'était à Bordeaux. Après, parce que le premier institut national des sourds en France, c'est Bordeaux. Après, c'est l'INGS de Paris. Et donc, c'était pas mix. Et après, on a, je crois que c'était les filles ici, les garçons à Bordeaux. On a inversé. Les filles sont parties à Bordeaux, les garçons sont venus à Paris. Et ça doit être dans les années 1940 qu'on a fait venir les filles de Bordeaux ici. C'est devenu une école mixte. Il faut savoir qu'il y a 4 instituts nationaux en France. Il y a l'INGS de Paris, l'INGS de Bordeaux, l'INGS de Mex et l'INGS de Cognac. C'est la banlieue de Chambéry. Voilà. Merci. Questions, réactions, témoignages, ce que vous voulez, bien sûr. Il faut les faire causer. Il y a plein de choses. Je ne vais pas les poser, moi, les questions, mais j'en ai plein. Tu peux, Claude, hein, tu peux. Tu veux commencer? Non, mais tu peux commencer s'il y a des questions. Oh, mais je fais que ça de parler. La prise de vue, comment vous faites? Parce que c'est... Voilà. On essaie, alors avec pas mal de matériel, avec des drones, avec des caissons aquatiques. On posait, tout à l'heure, on aura posé la question sous les vagues, comment ça se passait. Ben voilà, c'est des caissons, c'est tout le matériel des caméras qu'on met dans des caissons vraiment qui sont entièrement étanches. Toujours un petit peu de stress quand on amène ça sous l'eau. On espère qu'il n'y aura pas de fuite et que ça va tenir bon. Et voilà, et donc oui, pas mal de matériel pour les suivre parce que bah, évidemment, ça reste quand même un film, on va dire d'aventure quand même, où il y a pas mal d'action et c'est compliqué parce qu'ils bougent fort les trois. Donc pour essayer de tenir bon, que ce soit voilà, sur terre, dans les airs, dans la mer. Mais c'était, en tout cas pour moi, c'était super intéressant. C'est très très intéressant à les suivre vraiment d'un point de vue technique, d'un point de vue réalisation, c'est très agréable. Une question habituelle, c'est comment vous avez trouvé le financement? Alors le financement, c'est Eric qui va en parler. C'est clairement, hein, c'est facile et compliqué. C'est lui qui s'est beaucoup bougé pour ce film-là. Je l'ai répété au début, c'était son projet.
Donc il avait déjà pris un peu les devants, mais je lui ai laissé le micro parce que je pense qu'il a des choses à dire sur ça. Alors déjà pour l'équipement et le fait de suivre dans l'eau, au départ je savais que tous les trois, j'avais pas de doute qu'on arriverait dans les vagues, mais je savais pas trop si Michel arriverait à nous suivre vraiment. Le doute était plus là. Bon, et il a eu du mal. Ça n'a pas été facile parce qu'on ne voit pas dans le film, mais il y a eu, enfin si on le voit, mais à un moment donné il y a une chute à vélo et Michel s'est plus ou moins fracturé une côte. Et après, pour arriver à nous suivre dans l'eau, c'était très compliqué aussi. Donc, ça a été quand même très physique et très sportif d'arriver à faire toutes les images. Voilà, donc ça rajoutait de la performance à la performance, quoi. Et donc, pour les financements, déjà, il faut revenir avant les financements. L'idée du film est partie 7-8 ans avant la réalisation. Donc c'est déjà énorme. À la base, c'était Clément qu'on voit dans le film, qui est parti vivre à Tahiti, qui m'avait dit « Moi, je travaille avec des prothésistes et ça serait trop bien que tu viennes. » Et puis je lui ai dit bah, « Écoute, je viens, mais on crée un projet, on crée quelque chose qui va avoir une portée. » Et effectivement, l'image, le cinéma, c'est magique pour transporter les messages au travers du monde. Et là, la preuve, vous l'avez vu à New York, même si on n'y était pas. Nous, on aurait bien aimé y aller. Mais on n'y était pas, mais c'est pas grave. En tout cas, l'idée, les messages sont passés. Et c'est un vecteur énorme de communication. Donc, 7-8 ans avant la réalisation du film, cette idée était partie. Elle a mis 8 ans à se former, à se créer par le biais de rencontres, par le biais de plein d'actions, de plein de hasards de la vie incroyables. On peut voir par exemple Géraud dans le film, c'est le prof qui est au collège de Maïna. Et lui, j'ai rencontré son père lors d'un voyage, un trip surf au Maroc, et qui m'a dit « Mais j'ai mon fils qui travaille à Tahiti, il faut que tu l'appelles. » Enfin voilà, toutes sortes de rencontres au travers de plein d'actions et le film a fini par naître, et donc les financements forcément, parce qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours et que l'argent fait partie du besoin. Je suis allé taper sur plein de portes, je suis allé ouvrir des portes, avec, comme je l'explique dans le film, plein d'échecs, plein de moments de doute, plein de moments où on se disait est-ce que c'est possible, est-ce qu'on va y arriver? Et puis parfois ça s'ouvrait, la magie se créait. Et voilà, et puis pareil, les rencontres, les aides, on a réussi à trouver un financement assez modeste au final, mais grâce à toute l'aide qu'on a pu avoir autour, on a réussi à réaliser ce film. Voilà, et on est très heureux du résultat et de l'impact qu'il peut avoir et de l'utilisation qu'on peut avoir avec ce film. Mais alors, vous êtes des compétiteurs maintenant. Vous êtes des compétiteurs, vous faites des compétitions. Dans quel cadre? Ouais, alors c'est vrai que la compétition n'apparaît pas dans le film, déjà parce qu'on n'est pas tous compétiteurs non plus, et parce que surtout on voulait montrer cette âme de l'amour de la mer et qui n'est pas en lien forcément avec la compétition. Donc on n'est pas parti dans ce domaine-là. On aurait pu présenter autre chose pour montrer qu'est-ce que représente la compétition pour nous. Moi, je continue de faire des compétitions, du championnat du monde au championnat de France. C'est un peu l'objet de ma question. Et là, je pars au prochain championnat du monde donc au mois de novembre avec cette équipe de France, avec une équipe avec plein de handicaps différents. Là aussi, on pourra en parler pendant des heures avec chaque catégorie, avec des dépassements de vie qui sont juste incroyables. Imaginez-vous si on vous mettait un bandeau devant les yeux et que vous deviez aller surfer. On va essayer. Alors déjà, c'est pas facile d'aller surfer comme ça, mais si on vous mettait un bandeau devant les yeux et que vous deviez prendre des vagues, ce serait dingue. Et qu'est-ce que vous seriez obligé de faire? De développer des capacités que vous ne pensiez même pas avoir. Et c'est ça aussi, au travers du handicap, qui, moi, me touche et m'émeut et me force le respect. C'est cette capacité humaine, qui ne touche pas que les handis, avec la difficulté à se dépasser. Et on a tous en nous cette force. Et au travers de la difficulté, on continue d'avancer, on continue d'espérer, on continue de rêver et d'utiliser cette vie pour créer des belles choses
Voilà. Donc la compétition, pour moi, c'est un peu ça. Et pourquoi le surf n'était pas aux Paralympiques? Alors, pourquoi le surf n'est pas aux Jeux paralympiques? Il est aux Jeux olympiques de surf, puisqu'il a été à Tiupo. C'est aussi un clin d'œil. Le fait qu'on parte à Tiupo dans ce film, c'est aussi un clin d'œil. C'est aussi le fait qu'il n'y a pas de Jeux paralympiques, mais on y va. Et qu'est-ce qui est important? De partager. Et on a fait ce qui nous paraissait aussi important de faire en bougeant là-bas. Donc pourquoi ça n'est pas aux Jeux paralympiques? Déjà, il fallait 2 Jeux olympiques avec les valides pour que ça puisse être présenté. Donc là, il y a eu Tokyo, il y a eu Paris. On espérait peut-être que ça apparaisse pour Los Angeles. On s'est dit, Los Angeles, la culture du surf là-bas, c'est sûr, ça va marcher. Et non, le parasurf n'est pas passé. Ce sera, je crois, certainement l'escalade. Certainement, par rapport à des problèmes à la fois financiers, à la fois de développement du sport aussi. Voilà, c'est un choix de la part du CIO d'être plus parti sur d'autres sports. C'est dommage, c'est comme ça. Après, il y a des règles, il y a des lois, on est bien obligé de respecter les choses et de continuer à œuvrer pour l'accessibilité et pour le développement de ce sport aussi. Voilà. Alors, pardon, excuse-moi. Sur cette question en particulier, parce que Benoît, il revient de Californie, justement. Il était là où la décision s'est prise. Tu peux peut-être nous dire un peu les raisons de ce refus ou de ce report? Parce que c'est peut-être qu'un report. En fait, il faut savoir que normalement, chaque ville hôte a le droit de choisir 3 sports. Donc le surf était vraiment très très bien placé. Et il se fait que pour l'instant, c'est l'escalade qui a pris la place du surf. Donc il y a plein de problèmes, comme disait Eric, je pense que c'est des petits problèmes à régler, des petits détails à régler. Donc, par contre, c'est en très très bonne voie pour les prochains qui seront à Brisbane en 2032, je crois. C'est ça? Ouais. Donc, en théorie, il faut espérer que Brisbane passe. Est-ce qu'il y a assez d'équipes de surf dans le monde pour être en compétition mondiale comme ça? Chaque année, il y a de plus en plus. En moyenne, là, je reviens une compétition privée, on est à peu près une centaine. Une centaine et le nombre de pays, je ne sais pas, il y en a avoir une quinzaine. Et là, sur le pareil, une trentaine de pays, un peu plus de 150 personnes. Il y a beaucoup d'équipes, voilà, et c'est vrai qu'il y a du niveau aussi qui augmente chaque année, qui évolue. Donc oui, c'est un sport qui pourrait faire partie des Jeux olympiques, paralympiques, en tout cas sans problème, j'y crois. Bon, après moi, personnellement, j'avais fait mon petit calcul déjà, j'avais calculé Los Angeles, j'arrivais à la cinquantaine. L'Australie, si ça a lieu, ça va faire 54 ans et j'ai commencé à avoir un peu les cheveux blancs. Allez, le spectacle doit continuer. Vous avez des cheveux, c'est bon. Oui. Alors, une question là-bas aussi, dans la salle. Ouais. Merci. Alors, ma question va être adressée aux 3 héros du film. Vous êtes des vrais héros. Le vrai héroïsme, c'est pas jamais tomber, mais c'est de pouvoir se relever après être tombé. Et j'ai vécu sur ma peau avec l'accident d'un très proche à moi. Après l'accident, on est abattu. Et vous avez trouvé l'optimisme en vous et le courage de vous relever tous les 3. Vous êtes de même nature. Ce film nous inspire l'espoir, l'optimisme et la volonté. Je suis vraiment admiratif. Et s'il y a une médaille de héroïsme, c'est à vous que ça doit être adressé. Ça me permet de rebondir pour le réalisateur. Comment se diffuse ce film maintenant en France, dans le monde? Alors c'était, comme l'a dit Eric au début, c'était un des objectifs, c'était vraiment qu'il y ait le maximum de partage, le maximum de personnes qui puissent le voir. On a parlé de Nora à New York, on l'a quand même passé dans beaucoup de pays. C'est assez compliqué. Là, à l'heure actuelle, au moment où on vous parle là, c'est vrai qu'on a un distributeur. Il semblerait que ça se profile, on espère, on croise les doigts sur des plateformes qui sont assez connues. On parle de Netflix et de Disney.
c'est long, on ne sait pas encore comment ça va se passer exactement. On attend de voir. Nous, on était partis avec Eric vraiment pour miser sur les chaînes TV françaises. C'est un peu compliqué. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas trop eu le choix en fait, mais on l'a fait dans le sens inverse. Normalement, c'est on envoie plus ou moins un script, un texte aux télés, qu'ils acceptent ou pas. Et après, il y a des fonds qui sont débloqués. On fait le tournage et on monte derrière. Et nous, peut-être parce qu'on avait trop envie de le faire. C'était trop long pour Eric à 8 ans de plus. Donc, il avait les fonds. On a démarré. Et c'est vrai que pour les télés, pour les plateformes, c'est un peu compliqué d'avoir un film qui est déjà fini. C'est un peu un film clé en main. Alors, il plaît pas. Mais souvent, les télés, il y a un cahier des charges, en fait, qu'il faut essayer de maîtriser. Et nous, le film est fait. On ne va pas le refaire. Donc, voilà, des fois, c'est un petit peu compliqué. Ça met plus de temps. On croise les doigts, en tout cas, pour les deux plateformes. On espère vraiment essayer de toucher le maximum de personnes possible. On essaie, on croise vraiment fort les doigts. Question, madame. Merci. Vous allez à quelle vitesse quand vous êtes sur les planches? Très très vite. Réponse technique, c'est pour Jérôme. Je peux pas répondre. Combien? Benoît, peut-être tu sais plus. Combien une vingtaine de kilomètres/heure. Enfin, on a mesuré ça quand j'étais avec Laurent. Il a une montre là qui calcule tout maintenant. Et on était entre 20 et 25. Par contre, dans les grosses vagues, ceux qui sont tractés, ils vont beaucoup plus vite. C'est au moins 50-60. Ah oui. Ouais. Ceux qui sont tractés avec les jet skis. 100 mètres là, qui fait 9 secondes, 50. Ça fait du combien à l'heure, ça, mathématicien là? Bah, toi aussi, t'es mathématicien. Oui, c'est toi le prof. Allez. Celui qui un coureur de 100 mètres, 9 secondes. Ça fait du combien à l'heure, ça? Pardon. Ça dépend à quel moment de sa course, mais c'est plus de 40 à l'heure vers l'arrivée. Donc, il surfe à l'allure d'un coureur de 100 mètres. Vous les avez vus aux Jeux Olympiques, les coureurs de 100 mètres, même les femmes, allez, ça court vite. Hein. Et donc, ils surfent à cette allure-là. Enfin, quand les vagues sont plus fortes ou quand, au contraire, elles sont moins, c'est quand elles sont fortes, en fait. Quand il y a des gros rouleaux, c'est ça? Question complètement différente. J'étais dans le monde de la formation. Vous avez l'intention de témoigner en France dans les lycées, dans les collèges, dans le primaire. Souvent, les meilleures réactions, c'est dans les écoles. Nous avons un directeur d'école. Moi, j'étais plutôt dans les lycées. Mais voilà. Est-ce que vous avez aussi le temps? Et puis, vous êtes engagés tous les trois. Je parle pas du réalisateur, mais de vous trois. Alors. Ah oui, excuse-moi. Heureusement qu'elle est là pour me rappeler. Donc tous les quatre, finalement, est-ce que vous avez un peu de temps encore aussi pour ça? Alors, pas évident, moi, je suis infirmier libéral et j'ai un planning qui me permet quand même de faire d'autres choses à côté. Je suis aussi sportif de haut niveau, je fais aussi des conférences. Et c'est vrai que le film... Et puis avec des familles. Le film a été fait, oui, avec des enfants. Oui. Et le film a été aussi fait justement pour communiquer auprès des jeunes. Auprès des jeunes, ça me permet d'exposer déjà de la culture au travers du cinéma, de l'importance du cinéma, l'importance des images, comment le film s'est constitué. Ça me permet aussi de parler de handicap, de sensibilisation au handicap. Qu'est-ce que le handicap? Quelles sont les difficultés, tout simplement? La douleur, la difficulté physique, la difficulté sociale. Et de créer aussi des rapprochements avec la jeunesse, notamment, par exemple, le regard des autres, la différence, des choses qui touchent les jeunes. Qu'est-ce que j'utilise, moi, pour me sentir bien? Et qu'est-ce qu'ont dans leurs mains ces jeunes qui viennent au cinéma, qui sont l'école? Tout simplement, se rendre compte de l'importance de l'école, de l'importance de l'activité physique, du sport, de l'importance de la famille, des amis, de l'importance de plein de choses auxquelles on a accès et qui parfois sont oubliées ou on n'y pense même plus et qui permettent de trouver ce bien-être, d'être en vie et cette force de vivre. Tout à l'heure, vous avez parlé de courage, oui, mais c'est aussi grâce à notre passion, c'est grâce aussi à nos amis, c'est grâce aux gens qui nous entourent. Et c'est un tout qui a fait qu'aujourd'hui, on s'est redressé et on fait malgré nos difficultés. Voilà, et prendre conscience de ça, c'est aussi important. Et auprès des jeunes, j'ai toujours des réactions qui sont incroyables.
Et le plaisir d'échange, il est très très fort. Je peux vous dire vraiment que voilà, je pense qu'on peut diffuser ce film sur toutes les télés du monde. Un contact direct avec des jeunes qui permet d'échanger directement, ça n'a rien à voir. On le voyait beaucoup dans le film. Et le regard, du coup, va aussi évoluer, le regard du handicap. Voilà, lorsque les enfants vont repartir de là, forcément, ce handicap cette vision du handicap aura évolué. Et voilà, ce vivre ensemble est aussi primordial. Je voudrais quand même ajouter une dernière chose, c'est que c'est souvent aussi difficile. Alors, il existe aujourd'hui une chose magique en France qui s'appelle le Pass Culture, qui permet aux collèges et lycées, que certainement vous devez connaître, qui permet aux lycées et collèges d'avoir des interventions, d'aller voir des films. Mais c'est souvent difficile à plein de lycées et collèges d'avoir accès aussi au cinéma, qui sont éloignés, et parfois, je me retrouve dans des difficultés aussi d'intervention où voilà, l'accès n'est pas le même pour tous. Alors, on va donner le micro à l'interprète parce qu'il y a 2 questions de personnes qui vont parler avec moi. Tu viens là et moi je vais en bas. Montez. Bonsoir. D'abord, je voulais vous dire vraiment bravo pour ce dépassement, tout ce que vous avez fait. C'est vraiment comme tout ce qu'on a vu aux Jeux Olympiques. C'était vraiment formidable. Et c'est vrai que ça va vraiment modifier le regard de la société sur le handicap. Mais j'avais une question. Pourquoi Aura, le titre du film? Simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est souvent... Pardon. Alors, c'est souvent une question que je pose aux jeunes, parce qu'en fait, la réponse... Pardon. C'est souvent une question que je pose aux jeunes lorsque je fais les interventions, parce que la réponse est dans le film. Est-ce qu'il y en a qui l'ont entendu, qui l'ont... Ah, il y en a qui ont bien écouté, c'est bien. Bravo. Donc, ça veut dire être en vie, être vivant. Voilà, on a cherché un moment, hein, parce qu'on a eu beaucoup de discussions quand même avec Michel, hein, parfois même tendues. Hein, parfois c'est beaucoup de temps à parler à comment on construit le film, comment on le met en place, qu'est-ce qu'on veut voir, beaucoup de temps. Et rien que la question de comment on appelle ce film, ça prend beaucoup de temps. Donc, et finalement, ce mot aura, il est court, il est beau, il est polynésien. Il est magnifique. Il y a aussi quelque part le aura, la portée aussi, aura. Et voilà. Et donc on est resté là-dessus et c'était très très bien. Une fois qu'on a validé. Pardon. Mais oui, j'ai compris. Nora. Donc, Madame. Pardon. Alors pour tout le monde. Attention. Bonsoir à tous. Bon, moi j'ai eu l'occasion d'aller à Tahiti pendant 2 ans parce que mon père était militaire. Et il y a de plus en plus de surfeurs là-bas. Et je me demande comment, étant sourd, comment est-ce qu'on apprend comment ça se passe à l'école pour les enfants sourds? Est-ce qu'il y a des cours? Est-ce qu'ils apprennent le surf? Quelle école? Quoi? Collège, lycée? Oui, est-ce qu'il y a des sourds dans les écoles à Tahiti? Alors la situation est assez compliquée parce que... Pardon, il faut que tu montes sur scène pour que tout le monde... Alors, la situation des sourds à Tahiti est vraiment très compliquée. Avant, il y avait une école qui accueillait des enfants sourds, qui a fermé.
Et en fait, la communauté sourde s'est un peu dissoute. Il n'y a plus réellement de communauté sourde à Tahiti. Il faut essayer de se battre, vraiment, c'est pas facile. Mais en tout cas, bravo à vous et à vos collègues, bravo à tous pour ce film. Non, pas tous en même temps. Attendez, excusez-moi, on va laisser monsieur redescendre. D'accord. Sauf s'il avait une autre question. Juste avec les sourds et l'interprète, avec les interprètes, je rectifie, avec les interprètes, il faut que ce soit un peu ordonné. Alors, la surdité est souvent, on l'a dit, n'est pas toujours reconnue comme un handicap majeur. Donc, c'était une des raisons, je pensais, qu'elle n'était pas dans le paralympisme. Or, on nous a dit que les sourds eux-mêmes ne voulaient pas être reconnus comme des handicapés, en tout cas à l'époque. Donc, est-ce qu'on pourrait clarifier un petit peu oui, c'est très expressif, en tout cas, hein, le langage des signes. Donc, est-ce qu'on pourrait nous en dire un petit peu plus là-dessus? Comment se vivent-ils eux-mêmes et quelle est la difficulté de ce handicap? Parce que, bon, on comprend bien, il nous manque une jambe, il nous manque un bras. On a vu aussi la difficulté du travail de rééducation 3 fois par semaine. C'est très dur, c'est douloureux. Mais la surdité, voilà, comment ça se traduit et comment on peut vivre avec les autres. Dans les rouleaux de la vague, on n'entend pas la vague, donc c'est quoi? C'est vrai qu'il y a toujours eu un certain refus de la part des personnes sourdes de se considérer comme handicapées. C'est pour eux, à la base, la surdité, c'est pas un handicap, c'est juste un problème. Le problème vient de la barrière de la langue. C'est-à-dire que les sourds, ils ont leur propre langue, c'est la langue des signes. Donc le problème, c'est un problème de communication. Donc pour eux, on considère que c'est pas un handicap. Après, c'est la société qui fait qu'on est en situation de handicap tous les jours. Nous, les sourds, au même titre que Eric, amputé fémoral ou Ben. Donc le handicap, ça vient de la société. Après, c'est vrai que pour les sourds, il y a la barrière de la langue. S'il est valide, les entendants, ils ne font pas l'effort d'apprendre la langue des signes comme on le fait pour l'anglais ou l'italien. Ça devient compliqué pour nous. Les Français, c'est ni la langue des signes, ni l'anglais, ni l'allemand, ni l'italien. Voilà. Mais lui aussi sur les... Je dis les Français, c'est souvent pas la langue des signes, mais c'est ni l'anglais non plus, ni l'italien. On est les derniers en langue. Donc nous, on voudrait, un peu comme les Anglais, d'ailleurs, le rêve pour le monde entier, que tout le monde parle français. Ça nous arrangerait bien. Je disais que les Français font pas l'effort de communiquer avec les autres quand ils parlent une autre langue, que ce soit la langue des signes ou une langue étrangère. Non, à la différence, l'anglais, ça reste une langue utile. Oui, c'est-à-dire dans le sens pour voyager, etc. Après, la langue des signes, c'est quand même une langue qui est compliquée à apprendre, ça demande beaucoup de temps. Il faut suivre des formations, ça coûte cher. Tout le monde n'a pas le temps d'y accéder, donc c'est vrai que c'est compliqué. Moi, pour ma part, la langue des signes, c'est pas ma langue maternelle. Donc, quand j'ai fait mon projet de reconversion, il a fallu que je reparte à zéro. Et le début du projet, ça a été d'apprendre la langue des signes. Donc, j'ai fait quand même une formation pendant 6 mois, intensive, tous les jours. C'est pas moi qui ai payé, c'est mon employeur qui a payé, l'Éducation nationale. Ça m'a permis d'accéder à cette langue assez rapidement. C'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui sont motivées, qui commencent, qui vont faire 1 semaine de formation et qui vont abandonner ou qui vont attendre trop longtemps pour enchaîner. Donc le problème, c'est ça coûte cher, c'est difficile d'y accéder. Donc c'est quand même compliqué, quoi. J'ai une question au réalisateur, à Michel et à Eric. Est-ce que vous avez un projet en dehors de la diffusion et tout ce qui est autour de ce film? Est-ce que vous avez un projet commun futur? On en parlait tout à l'heure. On en parlait justement tout à l'heure. C'est vrai que c'est souvent, là c'était le cas, c'est Eric qui était aux manettes, qui était donc à l'initiative de ce film-là, et il a toujours, enfin, ce qu'on ressent tous, il a toujours cette envie
continuer le partage, de continuer à transmettre des messages. Donc, il en dira sûrement plus que moi à ce niveau-là. Mais je ne sais pas si on aura forcément une... Il y a d'autres réalisateurs, il y a d'autres histoires, il y a plein de choses. Mais il le sait. Moi, de mon côté, voilà, j'ai passé un moment qui était incroyable avec eux. Et s'il y a un projet qui, alors forcément, qui n'est pas similaire à celui-là, parce qu'il faut une autre histoire, bien sûr. Mais s'il y a un autre projet, oui, c'est très bien que je serai, en tout cas, de tout cœur, je suivrai son scénario et je ferai de mon mieux, en tout cas. Ok, ben, je crois que tu as... Okay. Bonjour, bravo pour la réalisation du film. Je voulais savoir, je suis directeur d'un établissement professionnel dans la santé, et je voulais savoir si on pouvait faire appel à vous pour témoigner au niveau des jeunes. Alors, ils ont entre 18 ans et 60 ans, parce que j'ai aussi de la reconversion, pour témoigner et communiquer sur votre film. Est-ce que c'est possible? Je suis basé à Paris. Alors oui, c'est possible. Alors forcément, moi je suis à côté de Marseille, donc effectivement, c'est pas à côté non plus. Mais oui, c'est possible. Et puis aujourd'hui, il existe Zoom, qui marche très bien. Donc il peut y avoir des interventions aussi à distance, ça m'est arrivé déjà. Mais oui, bien sûr, pourquoi pas. On peut envisager des diffusions, on peut envisager des interventions, des sensibilisations, bien sûr, oui. Merci beaucoup. Je ne sais pas quelle heure il est. Je voudrais vous dire qu'ils ont des projets, alors séparément sans doute, ensemble certainement, d'amitié en tout cas, ça c'est sûr, d'aller porter le film dans les écoles. On a essayé d'inviter l'école du 19e qui forme des CAP, BP, BTS aux prothèses. Malheureusement, ils n'ont pas réagi. Alors, et pourtant, j'ai appelé au moins une dizaine de fois, je dois le dire. Bon, ce n'est que partie remise parce que j'espère que vous allez faire connaître et donner envie de regarder ce film et de le diffuser dans les écoles. Toutes les écoles de toute la terre entière devraient regarder ce film parce que par-delà les exploits, quand même, c'est le courage, c'est la détermination, c'est la volonté, c'est l'ambition, c'est la compétition, c'est formidable. Donc encore un grand bravo. Mais je voulais dire que Michel, lui, il a déjà un projet qui court, donc c'est pas Aura, c'est Oreca. Alors c'est autre chose. Pourquoi ça marche plus? Parce qu'il faut que je vienne par là. Stéphane, au secours. Je voudrais passer... je voudrais montrer l'affiche de Oreca. La bande-annonce, il n'y a pas d'affiche. On a fait l'affiche et ce sera son prochain film. Alors il va nous en dire un peu plus parce que c'est encore... Alors ça, voilà. Non, alors, si on pouvait retrouver les images des slides que... C'était surtout la bande-annonce, je crois. Hein. Il y avait juste la vidéo. Hein. Alors, oui, alors attends. Alors, non, mais on va la mettre sans la démarrer déjà. Ok. L'image. Je voulais montrer l'image et puis tu vas nous en dire quelque chose et puis on va mettre la bande-annonce. Ah, voilà. Alors là, bah, bien sûr, on sourit. Ça, c'est les pays qu'on a projetés. Ça, c'est nos amis. Très sympa, cette image. Là aussi. Ça, c'est pour le prochain coup. Voilà. Alors, attendez. Ah, flûte. Je recommence. Et pour la suite. Voilà. Alors, c'est l'affiche, mais je vais mettre cette image. Michel, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur le prochain film? Alors, ce film Oreca, en fait, c'est avec ce début de film ça m'a permis de rencontrer Eric, en fait. Ce patient qui est en fauteuil, là, c'est Maxime. C'est un des premiers patients que j'ai eu quand j'ai débuté ma carrière de rééducateur en clinique. Et c'est là où j'ai commencé le film, en fait. Et donc, j'ai plus de 13 ans de rush où on voit évoluer Maxime depuis le début de son handicap, un accident de voiture. Et puis, c'est notre structure on l'a lancé vers le sport. Et il s'est donné complètement. Maintenant, il fait partie il est sportif de haut niveau aussi, l'équipe de France Parasurf. Il fait de la pelote. Il est actuellement à Paris, à la Ligue des Nations de pelote. Je crois que c'est dans le 15e arrondissement. Il est là actuellement. Donc voilà, on voit sa vie qui a évolué. Puis on voit aussi un petit peu la mienne dans le film, puisque c'est un peu grâce à lui où j'ai commencé la réalisation et le film. Et donc voilà, c'est un peu un film imbriqué. Je suis là ce soir à partir de dimanche et lundi. Je commence le montage pendant
5 à 8 semaines. C'est où? Tu l'emmènes où, là? Alors là, c'est en Norvège, c'est au Lofoten. On a fait une expédition, donc on voit vraiment, voilà, je suis obligé de raccourcir, hein, mais on voit vraiment 10 ans d'évolution de Maxime, depuis son accident, les sports qu'il a fait. On le voit avec les 3 ici sur des championnats du monde, des championnats de France. Et on a fini en beauté avec une traversée de la calotte glaciaire, 100 km, où on était les deux, voilà, en Norvège, dans des températures peu clémentes. Et on a réussi à faire quelque chose d'assez sympa et de fort pour les deux, ouais, vraiment. Alors, bravo. Alors, est-ce qu'on peut passer la bande-annonce? On va faire tous ensemble après, ne t'inquiète pas, on n'est pas parti tout de suite. J'ai vu démarrer. Je m'appelle Maxime Cabane et il y a 10 ans, ma vie a bien changé. Nous, on était toujours dans l'interrogation, savoir s'il allait pouvoir remarcher. Et puis lui nous a fait comprendre tout doucement que peut-être il ne remarcherait pas. Mais sans jamais se plaindre. J'étais très sportif avant mon accident. Je voulais plus entendre parler du sport. C'était pas du sport en fait, ça n'existait même pas. Et il y a un des APA, Michel, qui m'a fait découvrir le handisport. Le déclic, on l'a vraiment vu sur une sortie handi-surf. Clairement, on s'est tous rendu compte que c'était son élément. J'ai l'impression que vous avez été en fait une machine qui s'est mise en route tous les deux. Vous aviez besoin l'un de l'autre. En fait, j'ai vraiment eu ma passion pour la vidéo qui a grandi tout au long de son parcours. J'ai capturé les moments depuis les initiations aux activités jusqu'au podium, jusqu'au championnat du monde. Là, clairement, on s'est dit, cette histoire, il fallait la raconter. C'est aussi ça, parfois, les traumatismes. C'est comment je revisite ma vie pour en faire quelque chose, peut-être même de mieux que j'aurais imaginé si j'avais pas eu l'accident. Voilà. Ils sont obligés de se dépasser, certains. Ouais. Il m'a suivi sur tous mes sports, le rugby, la pelote, sur les mondiaux de surf. Et ça aurait pu être une finalité, mais en fait, on s'est dit, la Norvège, ça allait être notre aventure à tous les deux. C'est dans l'effort qu'ils se soudent ensemble, puis ça paraît qu'ils ont réalisé beaucoup de choses avant. Ça paraît qu'ils ont développé à leur mesure la façon d'aller plus loin ensemble. Puis c'est ce que je trouve beau dans leur histoire. Et ouais, là c'était... j'avais eu l'impression que chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice, puis tout d'un coup, le truc fonctionnait, vous étiez que tous les deux dans le blanc. Pas de bullshit. C'était clean, c'était beau. Bien, ça va être bientôt l'heure de se séparer. Encore un tout petit mot sur Open World et le prochain film. Alors le prochain film, c'est le 17 octobre. Ce sera très bien aussi. Oh. Alors, ça, je vais dire un petit mot là-dessus avant. Non, alors, un tout petit mot. Ils ont reçu le premier prix du film documentaire au Festival de Nora, à New York, en même temps
qu'un ami très cher d'Open World, qui s'appelle Jacob Melkonian, qui d'ailleurs est en train de préparer un film sur Claude Atomique, devinez qui c'est, et qui a fait une trilogie sur la guerre depuis le génocide arménien en 1915, et puis la guerre avec l'Azerbaïdjan, L'Arbre, raconté par sa grand-mère, le génocide, Blocus, la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et nous étions frères, comme son nom l'indique, tous les pays du Caucase qui ont combattu ensemble contre le nazisme et qui aujourd'hui sont en guerre les uns contre les autres. Ukraine, Russie, pour ne citer que ces deux-là, mais Géorgie est impliquée et d'autres pays. Donc, c'est magnifique. Et Blocus, donc, qui est un film magnifique sur un petit village de la frontière arménienne et de l'Azerbaïdjan, a gagné le premier prix du film documentaire en même temps que Aura. Il nous explique la vie dans ce village qui était composé de 750 habitants. C'était son village natal. Et maintenant, il reste 60 habitants qui gardent la frontière. Donc les papas gardent la frontière la nuit, mais ils font vivre leur famille le mieux qu'ils peuvent, comme s'il n'y avait pas la guerre, avec les enfants qu'on voit, des petits-enfants arméniens et des petits-enfants azéris qui se disent peut-être que là-bas en Azerbaïdjan ils veulent la paix, puis peut-être que là en Arménie ils voudraient bien la paix aussi. Enfin, c'est très beau, c'est très fort, et donc c'est très bien filmé. Et donc Jacob, qui vous salue ce soir, qui est aussi membre du conseil d'administration d'Open World, a gagné le prix en même temps que Michel et son équipe, et ils le méritaient bien sûr tous les deux. La preuve, on n'a pas pu les départager, on les a mis ex aequo. Voilà. Alors, la prochaine fois, c'est par là. Stéphane, au secours. Voilà, alors, la prochaine fois, le 17 octobre, mais je voudrais quand même montrer la bande-annonce, si vous ne voyez pas l'affiche, ce n'est pas grave. Nous aurons un film de Werner Herzog, Au cœur des volcans, Requiem pour Katia et Dominique Kraft. Et comme j'aime bien provoquer, j'ai titré L'avenir de la planète. Que si ces volcans se réveillent, évidemment, la planète, elle s'en remettra peut-être un jour, mais les sociétés humaines, difficilement. Alors, c'est magnifique. On va passer la bande-annonce dans 2 minutes, une fois que je vous aurai annoncé le 1er octobre avec Philippe Herzog. Alors, attends, voilà. Donc, conférence, comment régénérer l'Europe. Il a été le conseiller de Michel Barnier 5 ans. Aujourd'hui, celui-là, il est Premier ministre. Il aura besoin de soutien et d'aide, je peux vous le dire. C'est pas bien commencé, tout ça. Mais on fera ce qu'on pourra pour essayer, par-delà les clivages, essayer de réunir la société française et d'aller vers une politique publique, en tout cas, qui change ou qui permette de changer un peu, et la France et l'Europe, parce que les deux en ont besoin, et de les ouvrir un petit peu plus sur le monde, qui reste quand même, nous, notre leitmotiv, et qui est le leitmotiv de Open World, d'où son nom, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, c'est le 1er octobre à la mairie de Paris. Je vous y invite. À la mairie du 5e, pardon. Alors, ce sera autour d'un autre livre. Je n'ai pas pu vous l'amener parce qu'ils étaient à Épinay, ils n'étaient pas chez moi. Donc, un livre que Philippe vient d'écrire sur un nouveau récit pour l'Europe, donc qui sera diffusé à cette occasion. Et cette belle image que vous voyez là, c'est les mines de fer de Bruay en Artois, sa ville de naissance, peinte par son frère Bernard, qui était d'ailleurs lui-même médecin, radiologue et autres personnes qui écrivaient des livres, qui peignaient et qui soignaient les cancers en fin de vie. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ça, c'est, n'hésitez pas à adhérer. On a besoin de monde. On vient de créer l'association. Ce cercle cinéphile, il existait depuis 3 ans. On a réuni 3000 personnes. Tous les mois, conférences, débats sur des sujets difficiles, de l'Iran, de l'Afghanistan, du handicap et d'autres, ou la beauté magnifiée par Douglas Sirk. Je voulais le signaler tout à l'heure pour comparer un peu Michel Garcia à Douglas Sirk, si j'ose. Et donc...
Donc c'est bien. Voilà, je vous invite à adhérer, à venir nombreux et en tout cas, venir découvrir le Ciné-Club. Et le 17 octobre, alors bande-annonce, venez massivement, c'est au Studio des Ursulines, c'est tout près de l'école des jeunes sourds et c'est une amie où j'ai fait pendant 5 ans un festival eurafricain et on va revenir dans cette salle qui est une salle mythique à Paris, qui est magnifique et qui va accueillir notre festival, notre ciné-club maintenant tous les mois. Donc, bande-annonce. Merci. À voir Maurice contempler l'éruption, nous n'assistons pas à un simple événement volcanique. Un feu intérieur brûle en lui. Il en est certainement de même pour Katia. Comme elle l'exprimera très clairement dans une interview, « Je ne peux pas vivre sans les volcans ». Alors, ce requiem, pourquoi? Parce que Katia et Maurice, que vous apercevez dans le film, qui ont fait le tour des volcans, ils sont connus auprès des volcans, ils ont vécu avec les volcans et ils sont morts avec les volcans puisqu'ils se sont fait embarquer par la lave d'un volcan en éruption au Japon, filmé par leur équipe de cinéma. Donc vous verrez tout ça dans le film extraordinaire, époustouflant de Werner Herzog. Excusez du peu, c'est pas de notre famille, ça aurait pu, hein, mais voilà. Mais c'est magnifique quand même. Et donc c'est le 17 octobre. Et maintenant, je vais vous inviter à venir tous ici, les petits sur l'estrade, les grands devant. Oui. Eh ben on la fera après. On n'est pas parti parce qu'après on va boire un coup. On reste après. Ah bah alors, on va la faire. C'est promis, juste avant. Alors, vous venez ici, les petits, vous pouvez monter là. Non. Voilà. Et les interprètes, venez.